Bah, on est totalement sorti du bon sens. Moi, ce que je ferais si j'arrivais au pouvoir aujourd'hui, c'est que je démantèlerais l'URSSAF. Il y aurait plus d'URSSAF, ouais. Ah génial, attends, tu dis ça, je vais me jouir dessus, mais vas-y. Aujourd'hui, sort un drapeau français dans la rue, bah, tu te fais arrêter, on dit: «Monsieur, vous êtes nationaliste, Mmh, on va vous faire payer une amende». bien Il sûr. y a une différence de ratio. D'un côté, je veux dire, moi, j'aurais envie de les prendre à partie dans une émission que je produirais seul comme ça, d'avoir Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella de l'autre côté, de dire donc vous affichez le sentiment qu'il faut cesser l'immigration et que c'est un grand danger. Vous affichez un sentiment anti-riche. Et je vois que par contre, il n'y en a aucun parmi les deux qui dit mais on veut sortir de l'Union Européenne, mais on veut appliquer un programme qui est absolument inapplicable. Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien. Alors, l'invité du jour, je crois que c'est la première fois que je reçois sur cette chaîne un économiste, ou en tout cas un analyste financier. L'entretien va être passionnant, on va parler d'assistanat, on va parler d'Union européenne, on va parler de politique, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de pourquoi pas fermer l'URSSAF. Ça va en intéresser plus d'un. Je reçois aujourd'hui un homme qui a une ligne libérale, une ligne souverainiste sur l'économie de notre pays, un spécialiste de l'analyse monétaire, un spécialiste de l'activité des banques et des interactions entre les banques et les pays. Il dirige la rédaction de Géostratégie Magazine. Il fait un carton partout où il passe. Mesdames, messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Tom Benoît. Juste avant de reprendre cette vidéo, cet entretien, un mot rapide sur le sponsor du jour, qui n'est autre que CyberGhost VPN. On en parle beaucoup parce que les sites de cul ont fermé. 38 millions d'utilisateurs, 20 000 avis positifs sur Trustpilot et surtout une vraie solution fiable et durable pour votre vie privée en ligne. En 2025, tout le monde vous traque, évidemment, votre FAI, les Wi-Fi publics, les sites que vous visitez. Avec CyberGhost VPN, vous chiffrez et vous redirigez l'ensemble de votre trafic. En gros, vous devenez anonyme sur Internet. C'est très simple. Vous êtes en Roumanie, vous pouvez dire que vous êtes en France et inversement. Vous êtes au Canada, vous êtes au Japon. Bref, pas chez vous à googler manga chelou à 3h44. Et oui, on vous voit. Ça sert à rien de vous cacher puisque l'État sait où vous êtes, sauf si vous utilisez un VPN. Vous allez débloquer des contenus exclusifs sur Netflix, Prime Video, Disney+, sur des chaînes étrangères. Si vous voulez voir par exemple un match ou une série qui est indisponible en France, il y en a beaucoup, 2 clics, localisation changée, et c'est parti. Et ça marche même pour le shopping. Certains sites affichent des prix différents selon les pays. Résultat, des billets d'avion ou des hôtels moins chers juste en changeant votre localisation. Littéralement, vous êtes nulle part. CyberGhost VPN fonctionne sur tous vos appareils. Ça va être Windows, Mac, Android, iOS, TV, console, jusqu'à 7 appareils en même temps. Et avec le code que je te mets en description, tu as 4 mois offerts à 2,3 centimes par mois. C'est génial. Et 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc oui, très clairement, tu peux protéger ta vie privée, tu peux débloquer des contenus exclusifs interdits dans ton pays, tu peux faire des économies, mais pour cela, il faut que tu soutiennes la chaîne en prenant un abonnement CyberGhost VPN. C'est propre, c'est simple, c'est efficace et nous on continue pour la suite de la vidéo. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es, je ne sais pas si on peut dire un économiste, Analyste économique, j'ai pas Ana- de diplôme d'économiste en tout cas. avec, tu fais preuve d'énormément de pédagogie sur un sujet qui est assez obscur pour beaucoup de gens, mais dont les Français sentent qu'il y a un truc qui déconne quand même. Hein, l'économie en France, ça va mal. Et j'aimerais que tu me présentes un peu qu'est-ce qui va mal en France et surtout, quand on voit les fiches d'imposition des Français, on se dit il y a un truc qui déconne. On ne peut pas avoir autant de dépenses sociales, on ne peut pas avoir autant d'impôts. Comment tu analyses la situation, toi? La situation, elle est dramatique dans ce sens qu'on a perdu le contrôle des finances publiques, premièrement. Et on a perdu la possibilité de sauver ses finances publiques par rapport à une configuration libérale, si je puis dire. Tu regardes, on parle beaucoup de la sécurité sociale. On se rend du déficit, par exemple, de la sécurité sociale. On se dit qu'il va y avoir une crise de liquidité pour la sécurité sociale. Tu peux juste définir ce qu'est une crise de liquidité? Une crise de liquidité, c'est très simple, c'est le moment où on ne peut plus payer, tout simplement. On n'a plus de cash, on n'a plus de liquidité. Déjà, le rapport à la liquidité est important, d'ailleurs, puisque si tu veux un peu de définition, j'ai fait partie un peu des premiers ces dernières années à parler de la liquidité comme questionnement, axe principal qui apparaîtrait durant les années qui suivent, et donc celle que nous connaissons aujourd'hui. La monnaie, on l'assimile très souvent au titre de dette aujourd'hui, publique, un peu à de la liquidité.
un peu à des instruments financiers également. Et on s'aperçoit que finalement, pour le commun, c'est-à-dire pour les sociétés ou pour les individus, toi, moi, lorsqu'on doit payer, on paye avec de la monnaie. Et payer de la monnaie, c'est quoi pour nous? C'est de la monnaie M2. C'est réellement la monnaie qui est sur les comptes. Tu vas pas dire, je vais acheter une société, je vais entrer au capital d'une société, je vais payer avec des titres. Je détiens de la dette américaine dans mon portefeuille, je vais donner de la dette américaine. Et pourtant, c'est ce que font les banques centrales, par exemple. Parfois. C'est-à-dire que souvent, les banques centrales payent des choses, ou alors échangent, même en Asie par exemple, si on prend le cas de l'Arabie Saoudite et de la Chine, il va y avoir des transactions qui se font parfois avec des instruments monétaires qui vont être, ou avec de la dette américaine, ils vont échanger de la dette, mais ils vont pas passer par de la monnaie, ils passent pas par de la monnaie M2. Et ça c'est très important à comprendre parce que déjà, pour la plupart des gens qui t'écoutent, entre guillemets, mis à part ceux qui sont en public plus avertis sur l'économie, ils savent pas réellement ce qu'est la monnaie, c'est normal parce qu'il n'y a pas de pédagogie là-dessus qui est faite dans les médias mainstream, mais on leur explique pas le moment où on change de définition quand on en parle. Alors qu'on devrait toujours dire là, voyez, on parle de monnaie en réalité qui n'en est pas, on parle de titres qui peuvent très rapidement être convertis en de la monnaie. Ça veut dire que le titre de dette américaine, on considère qu'il est tellement sûr aujourd'hui que l'État américain ne fera pas faillite, que c'est de la monnaie. Pourquoi? Parce qu'on peut le convertir. Et dans la continuité de cette explication, si tu as par exemple te dire pourquoi finalement une société, il n'y a pas de règle qui l'interdit à proprement parler, ne commerce pas avec des titres. On pourrait parfaitement imaginer société A qui va acheter à une société B, elle dit bah, moi j'ai des titres de dette américains, je vais vous les donner plutôt que de les vendre et de vous donner de la monnaie directement. Ça peut se faire aussi. C'est pas interdit. Ça serait compliqué, mais c'est pas interdit. Elle le fait pas aussi parce que finalement, soit les titres sont si sûrs, en l'occurrence dette américaine, qu'on a tout intérêt à les convertir, soit ils sont pas sûrs. Par exemple, ça va être la dette du Zimbabwe. Et là, si je suis le vendeur, je vais me dire, j'ai pas envie de réceptionner la dette du Zimbabwe de l'autre côté, qu'il va falloir aussi les convertir pour être sûr d'avoir de la monnaie. Donc le point final, l'orgasme monétaire, c'est la monnaie. Ce que je veux dire, le point on cherche tous de la monnaie, on cherche tous de l'argent. Qu'on soit des États, des particuliers, des sociétés, au final, on opère avec la monnaie. Mais il y a des instruments, et c'est presque comme de la monnaie. Et c'est là où on voit une fracture entre, donc, pour répondre à ta question, pays qui ont de gros problèmes pour se financer aujourd'hui parce qu'ils ne se financent plus vraiment par le libéralisme, comme les pays européens, et la Chine, par exemple. Tu regardes la Chine aujourd'hui, les émissions monétaires, elles se font comment? Par la M2, la monnaie circulante en Chine, elle augmente de, on va dire à peu près, les chiffres, je n'ai pas regardé récemment, mais ça doit être 3, 5, peut-être même 5 000 milliards, donc 5 trillions par an à peu près. Ça, c'est l'augmentation du volume monétaire de la Chine, qui au passage est le plus gros volume monétaire en USD. Le volume monétaire en yuan, si on le fait en parité en USD, en dollars, c'est le volume monétaire le plus important. Donc, la plus grosse monnaie, c'est la monnaie chinoise. C'est pas le dollar en volume monétaire, c'est la monnaie chinoise. Après, c'est une petite monnaie en termes de dette, par contre. Et donc, c'est là où, justement, arrive ce que je t'explique, c'est que la Chine a une monnaie, justement, qui est créée par ses banques commerciales pour financer son économie, immobilier, infrastructure, alors que nous, en Occident, avons des monnaies qui sont plus que les autres des monnaies dettes. Et les Européens ont un problème en ce sens que, je veux dire, les Européens convaincus, l'élite européenne, ils ont 10 ans de retard ou 30 ans d'avance. Quand on a 30 ans d'avance, ça veut dire qu'on est un rêveur et qu'on n'a pas compris comment ça allait se passer, qu'on va trop vite. C'est-à-dire que dans les années 80, ils voulaient créer une Europe qui ressemble à une Europe qui fonctionnerait s'il y avait déjà Internet, s'il y avait déjà l'égalité homme-femme, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ils ont 10 ans de retard. Ils ont gardé leurs 30 ans d'avance sur d'autres problèmes. Ça veut dire qu'ils sont par exemple en train de nous expliquer qu'il ne faut plus de véhicules thermiques. C'est fini. Il faut faire que de l'électrique. Si vous faites pas dans telle ville, vous pouvez pas entrer si vous n'avez pas une voiture électrique. Ça, c'est les 30 ans d'avance dans le mauvais sens. Les Américains ont 30 ans d'avance à la rigueur dans le bon sens. C'est même pas vrai aujourd'hui. C'est plutôt les Asiatiques ou les Émiratis qui ont 30 ans d'avance et les Américains qui sont pile dans le bon tempo. Et les Européens, par contre, ont leurs 30 années de mauvaise avance et leurs 10 années de retard. Et par exemple, les 10 années de retard, c'est que j'entends aujourd'hui beaucoup, là aussi, d'européistes convaincus qui disent profitez, ils signent des tribunes. Le dernier, pour ne pas le nommer d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Levade, en disant, mais il y a eu beaucoup d'autres ces dernières semaines, le dollar faiblit, il faut que l'euro en profite pour devenir une grande monnaie.
Donc l'euro doit profiter de la faiblesse du dollar. Mais vous rêvez, mes chers, l'euro ne deviendra jamais une grande monnaie. L'euro est une tumeur maligne qui est maligne, qui a éteint les nations européennes et qui va continuer à éteindre les États européens. C'est un grand plan, c'est planifié, c'est organisé, c'est même l'aboutissement de l'euro. Sauf que cet aboutissement aurait pu être vertueux. J'aurais été contre, quoi qu'il en soit, mais pour d'autres raisons. Mais aurait pu être vertueux s'il avait été mené avant, mais plus maintenant. Parce que l'idée de l'européiste aujourd'hui, c'est pas de faire de l'euro d'une grande monnaie de circulation, une monnaie qu'on a envie d'utiliser. L'avenir des monnaies, c'est d'être des monnaies de demande. Et c'est ce que les européistes n'ont pas compris. L'avenir de la monnaie, c'est pas d'être une grande monnaie d'aide, c'est d'être une grande monnaie qui est demandée. Pourquoi elle est demandée? Parce qu'elle est solide, qu'elle est fiable, qu'elle est affiliée à des politiques responsables et à des économies solides. Le dollar, par exemple. Non, le dollar, c'est une grande monnaie de réserve, justement, qui fonctionne sur les principes passés. Sous-entendu, justement, notre collatéral, la dette américaine, elle est très solide. On ne fera pas défaut. Ça, c'est ce qui était dit jusqu'à présent. Là, c'est moins sûr. Et c'est justement pour ça aussi que le dollar faiblit. Et jusqu'à présent, c'était le collatéral de dette américaine, c'est le plus sûr qui soit. Il n'y a pas de risque. Et partout où vous soyez, il n'y a pas de risque. Là, aujourd'hui, si vous êtes en Russie, déjà, on vous dit on va vous donner des titres de dette américaine, vous êtes moyen chaud. Hein. Et peut-être qu'en Chine ou au Japon, on commence à se poser des questions aussi et qu'on a envie de se dire tout ça en portefeuille, c'est pas ça. Donc ce que je veux dire, c'est que l'avenir de la monnaie, c'est pas d'être une grande monnaie de réserve, donc une grande monnaie d'État surendetté. C'est d'être une grande monnaie d'usage et de commerce. On va aborder la question de la dette, mais j'aimerais que tu répondes à cette question parce qu'en fait, quand on regarde sur les réseaux sociaux, à gauche ou à droite, on a un double discours, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même réalité. À gauche, on nous dit que la France est dans un pays ultra-libéral, avec des politiques de plus en plus austères, et à droite, on nous dit qu'on est dans un État communiste. Alors, pour ce qui est à droite, il y a quand même un faisceau d'indices qui portent à croire qu'on est dans un État extrêmement C'est interventionniste. ce que c'est le problème, c'est pas ça, c'est qu'on est dans un État dévirilisé. C'est notre problème. Hein. Voilà. Je vois pas directement le lien avec l'économie. Ben moi, je vais te le dire ensuite, Ok. mais je te laisse poser. Mais donc du coup, à ton avis, toi qui analyses la situation économique du pays, on est dans quoi? On est dans un État socialiste, dans un État ultra-libéral? Je t'ai répondu, on est dans un État dévirilisé. C'est-à-dire que dans le socialisme ou le communisme, la responsabilité, c'est de protéger, par exemple. Tu prends l'URSS des années 50, il y a beaucoup de points négatifs. Hein. Pour l'entrepreneur, on va dire businessman, entre guillemets, surtout aujourd'hui que je suis, on n'est pas très motivé par le communisme, pas du tout même. Mais quand on observe l'URSS des années 50, on voit des points positifs qu'il n'y a pas dans notre Europe qui penche justement vers cette forme de socialisation. Protection sociale. L'URSS dans les années 50, l'objectif c'est la protection sociale. C'est l'égalité entre les races, entre les hommes et les femmes, mais dans un sens de responsabilité. Femmes au foyer, qui savent élever des enfants, hommes responsables, qui savent être protecteurs. C'est ce qu'on voit en Europe aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en Occident aujourd'hui. Pas du tout. Donc le gros problème, mais ça aussi je sais que les gens ne veulent pas l'admettre ou ne veulent pas comprendre, peut-être par faiblesse, parce qu'ils préfèrent aussi mal manger, mal vivre, mal mener leur vie, c'est un problème de même dévirilisation, c'est réducteur, parce qu'il y a une dévirilisation des hommes à laquelle on assiste, c'est une déféminisation simultanée des femmes qui ne veulent plus être féminines, qui ne veulent plus être responsables, et des hommes qui ne veulent plus être responsables. Le seul problème, c'est ça. C'est que si on a une société qui est régie par une forme de bon sens, comme je dis très souvent, le bon sens, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas contre nature. C'est ce qui va dans l'ordre naturel des choses. Et économiquement, comment ça s'incarne le bon sens? Économiquement, c'est par l'unité de mesure, parce que le but n'est pas de définir qui va posséder quoi. Ça, c'est la pire des choses. Et ça, c'est le problème du politique. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit même des tensions entre Musk et Trump aujourd'hui, où on voit que Trump aurait pu être dans sa position finalement. J'aime bien Trump, hein, j'ai une sympathie pour ce qu'il fait. Mais ça atteint ses limites au moment où Musk, lui, reste l'entrepreneur et il dit mais oui, mais il fallait vraiment tailler dans l'art, c'est comme ça qu'il faut y aller, c'est pas dans la demi-mesure. Et comme Trump est dans sa position de politique, parce qu'il est obligé, hein, c'est plus facile quand on est Tom Benoît, hein. C'est pas, mais quand on est président des États-Unis, c'est quand même un peu plus compliqué. Pour l'instant. Pour l'instant, pour le moment, mais je veux dire, mais on est obligé de composer. Ouais. Peut-être que je composerai aussi. Mais je veux dire par là qu'il est freiné par sa condition de politique.
Et le politique a toujours cette idée, je dirais, saugrenue, mortifère, de se dire, bon, ben, on va décider un peu de ce qui vaut plus, ce qui vaut moins, et on va distribuer un peu là, on va prendre ici pour distribuer là. Et ça, c'est la pire des choses. Donc le bon sens économique, la réponse à ta question, elle est toute simple, c'est l'unité de mesure qui doit être droite comme un i et inébranlable. C'est tout. Et après, au-delà de cette unité de mesure, à gauche comme à droite, il y aura des inégalités, il y aura des profits, il y aura de l'égalité, il y aura de la solidarité, il y aura de la... Mais par contre, l'unité de mesure, elle aura été droite. Et par exemple, quand on voit les taux de prélèvement obligatoires dans notre pays, comment tu l'analyses? C'est enfin, quand on prend 50 centimes d'un euro d'un actif, il n'y a pas de bon sens. Et ça dépend des actifs, et ça dépend Oui. parce qu'il y a des actifs, si on prend par exemple l'imposition sur une baguette de pain, je crois qu'on est à plus de 50 centimes Oui, oui, sur non, mais l'imposition je totale. parlais Si tu... Bien sûr, bien oui, sûr, non, ouais, non, ouais. c'est tout à fait raison. Donc Mais on je est veux dire, sorti du bon sens. Bah, on est totalement sorti du bon sens. Moi, ce que je ferais si j'arrivais au pouvoir aujourd'hui, c'est que je démantèlerais l'URSSAF. Il n'y aurait plus d'URSSAF, Ah, premièrement. génial, attends, tu dis ça, je vais me jouer dessus, mais vas-y. Et il y a beaucoup de gens qui diront, ouais, bah forcément, mais c'est pas possible. Bon, il y a eu l'URSSAF au Danemark, il y a l'URSSAF Ouais. aux Émirats Arabes Unis, il y a l'URSSAF en Russie. Ça Non, vient d'où cette mentalité des Français? Parce qu'en fait, il n'y avait pas ça il y a 50 ans. C'est bah, un truc ça qui s'est vient de progressivement mettre installé. au centre finalement de l'économie le social. Ça veut dire la distribution. Donc, vous avez finalement un ennemi qui devient l'entrepreneur ou le salarié. Salarié-entrepreneur, parce que il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont des salariés. J'ai l'impression de parler à des entrepreneurs avec eux. Ça veut dire qu'entrepreneur, finalement, c'est plus un état d'esprit. C'est pas une profession, c'est pas un métier entrepreneur. C'est une configuration. C'est-à-dire que tu as des salariés qui sont des dirigeants d'entreprise ou qui vont être même des managers ou qui vont être des salariés même techniques, des ingénieurs, qui mènent leur activité comme des entrepreneurs parce qu'ils font les choses. Et tu as des gens qui sont parasitaires et qui sont des salariés. Et là, il y a des entrepreneurs aussi. Ça veut dire que c'est des mecs, par exemple, qui sont allés dans 2-3... Comment dire, pour pas tout dire. Et qui se sont fait les bonnes relations pour avoir un financement public. Ça, ces entrepreneurs parasitaires, au fond d'eux, c'est des salariés, c'est pas des entrepreneurs, il faut les porter. Ils arrivent en disant, je suis fatigué, je saurais rien créer, je saurais rien faire, personne ne voudra de moi. Pourquoi j'aime le Moyen-Orient? Parce qu'au Moyen-Orient aujourd'hui, Dubaï, qui est quand même le gros point culminant, si tu as quelque chose entre les mains, tu peux le faire financer, tu peux le créer. Si tu as un appareil de production entre les mains, si tu as compris. Je parlais récemment de la livraison par drone. Je disais la livraison par drone, par exemple, aujourd'hui le marché il représente, il est minime, ça doit être 400 millions annuels. Les estimations en 2030, c'est 7-8 milliards et à 2035, ça va être exponentiel. Donc aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce qui va être créé, qui va être gigantesque les prochains géants? C'est une prochaine plateforme qui va concurrencer Netflix ou c'est plutôt une société qui va opérer dans la livraison par drone? Moi, je te dis, c'est la société qui va opérer dans le drone. Et ça va être ceux qui vont fabriquer les drones également. Parce que c'est un marché à venir. Va expliquer ça à un banquier français. Ouais. Va expliquer ça, il n'y a plus de banquiers même. C'est simple, il y a des personnes qui siègent à la tête des banques, parfois très sympathiques. J'ai même des amis parmi ceux-ci. Et je veux dire, et puis après, il y a des directeurs de succursales. C'est formidable, mais ils ne sont pas là pour financer des projets, hein. Ou alors ils sont là pour financer des projets quand Macron les invite, là en ce moment c'est au Negresco, à Nice, alors où on parle, ou à Paris pour dire ah ben on va faire la grosse start-up, là, La licorne. la licorne, la Startup Nation, enfin, c'est la licorne qui part de rien et et qui généralement s'effondre au bout de 2 ans. 2 ans après, il y a un petit titre, là on n'en parle pas beaucoup, on dit N machin qui devait être le champion des batteries. Qui devait être le champion de ça, a fait faillite. Alors qu'en réalité, tu regardes la moyenne des levées de fonds dans le monde, c'est-à-dire avec les plus grosses, des très grosses levées, et petites levées aussi, on doit être à 10 millions. Trouve 10 millions de cash, c'est compliqué déjà. Il n'y a pas besoin, ce que je suis en train d'expliquer, d'avoir 500 millions de dollars devant soi aujourd'hui pour créer un groupe qui va marcher. Et là où je veux aussi, en quelque sorte, faire comprendre aux gens qu'ils ont la possibilité, mais qu'ils l'ont peut-être pas ici, c'est qu'ils essaient d'imager réellement ce qu'ils feraient en toute sincérité s'ils avaient 10 millions de côté à eux par rapport à l'idée qu'ils ont en tête, s'ils sont entrepreneurs. Et là, il y a 2 solutions. Si je dis 10 millions de réserves, parce que si c'est un investisseur, on a beaucoup de facilité à dépenser les 10 millions de quelqu'un d'autre. On sort un salaire de directeur général, machin, tout ça va très vite. Par contre, si on se dit, voilà, là, demain, j'ai une idée, je pense qu'elle vaut le coup. Si j'ai 10 millions de dollars, qu'est-ce que je peux faire
pour déjà amorcer. Le plus compliqué, c'est d'amorcer. Et ensuite, vous ferez une levée de série B. Il y aura d'autres investisseurs qui viendront, mais vous aurez déjà créé votre écosystème. Mais donc, ce que j'explique, c'est que ici, pour trouver 10 millions, c'est très compliqué. Il est plus facile en France de trouver 100 millions que de trouver 10 millions. Par contre, il y a des catégories dans lesquelles on peut trouver 100 millions en France pour des projets qui ne marchent pas. Et cela, ni les personnes qui gravitent autour, ni les projets m'intéressent, puisque ce sont des gens qui sont inintéressants et des projets qui sont voués à l'échec. Et par contre, il y a des idées qui font partie des idées de demain et qui vont permettre de générer beaucoup d'argent, qui, si on les présente à des investisseurs qui sont au Moyen-Orient, ceux-là vont comprendre comment ça se passe et ils vont mettre 4 millions, 5 millions, parfois 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et du coup, ça m'amène à ma dernière question sur le volet un peu national, qui est, en fait, j'ai l'impression que les Français ont intégré cet esprit extrêmement socialisant de l'économie, donc une intervention, un État permanent et même une perception de l'État permanent. On sait qu'il y a une déresponsabilisation, tu le disais tout à l'heure. Et par exemple, la réforme des retraites. On sait que la majorité des Français refusent de changer son système de retraite, alors même que ce système est voué à l'échec, puisqu'il ne correspond plus à ce à quoi il a été pensé, à savoir, je crois que c'était 5 actifs pour un retraité à l'époque, maintenant on est sur un par un. Ouais. Comment tu présenterais ces changements aux Français pour qu'ils se disent qu'en Bon, fait... moi, je vais être tout à fait cash. Ouais, Déjà, les Français m'intéressent pas parce que je suis pas politique, donc j'ai pas envie de encore. cirer les. Voilà, pas. Mais je le serai jamais, quoi qu'il en soit, dans la dimension politique, Ouais. même si c'est peut-être pour ça que je fais pas de politique d'ailleurs. Donc, j'ai pas besoin de cirer les pompes des Français qui nous écoutent et qui sont. Quand on parle des Français, on imagine une forme de grande masse de personnes qui ne peuvent pas comprendre, auxquelles il faut mettre des cartouches avec des explications, montrer des images pour qu'ils comprennent parce qu'ils sont trop idiots. Ceux-là, ils m'intéressent pas. Moi, je cherche pas des lecteurs. Donc, j'ai pas besoin de parler aux plus idiots. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Français de l'étranger d'ailleurs. Ouais. Les Français de l'étranger, ils aiment la France passionnément, ils auraient même envie de la sauver souvent. Et surtout, ce sont des gens qui ont eu l'audace d'aller voir ailleurs ce qui se passait, de revenir ici parce qu'ils aiment le pays tel qu'il l'était. Moi, j'aimais passionnément la France et je l'aime toujours passionnément. J'aime pas ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'on aimait la France de Vichy, par exemple, lorsqu'elle était? Si on devait dire qu'on aimait la France possédée, occupée par les nazis, je pense pas que ça aurait été ça, aimer la France. Et aujourd'hui, c'est la même chose dans une situation évidemment d'une autre nature, qui est quelque peu différente, mais c'est le même sentiment que j'ai. La France, pour moi, est une France qui est occupée. Et elle est occupée d'une part par une catégorie de personnes qui sont des politiques, qui occupe la direction du pays, et également par une partie de population qui ne ressemble pas à la France. Je ne parle pas des étrangers ou des gens issus de l'immigration, c'est pas ça le sujet, mais par une partie de personnes qui ne représentent pas cette France vertueuse qu'on a connue justement dans les années 50, 60, 70 encore, jusqu'aux années à peu près 80. Et cette idée effectivement que l'aboutissement ultime finalement est une hyper socialisation et qu'il faut qu'il y ait à tout prix le système de retraite tel qu'on le connaît, ça ne marche pas. La seule chose qui est en train de se passer, c'est que sous le masque de l'hyper socialisation, on est en train d'expliquer aux Français que quoi qu'il en soit, la sécurité sociale dans quelque temps, ce sera fini et qu'on remboursera plus leurs médicaments, que la retraite, ce sera fini. Lorsque vous avez des fossoyeurs tels que ceux maire de grande ville normande qui arrive en disant il faut repousser l'âge de départ à la retraite et qu'en même temps sont les premiers justement à pousser vers l'hypersocialisation qu'on décrivait précédemment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens effectivement, comme tu disais, qui expliquent qu'on va dans la mauvaise direction du socialisme et dans la mauvaise direction du libéralisme. Réellement, la base du socialisme, s'il doit y en avoir une dans un État comme la France, elle est simple. Ça doit être la protection sociale qui était une réussite telle qu'elle a été. Ça doit être EDF qui était une réussite telle qu'elle a été cette société également. Ça doit être ça. Et nous, c'est absolument l'inverse qu'on est en train de faire. On est en train de ponctionner les entrepreneurs pour financer des dépenses sociales. Tu as 20% de la population qui a une affection de longue durée en France. Et on explique donc finalement qu'on ne va plus rembourser les affections de longue durée. Mais on explique également qu'on n'arrive pas à contrôler les frontières. Parce qu'on fait partie de l'Union européenne et que il y a 400 000 personnes qui arrivent chaque année, ils ne sont pas français, mais ils arrivent, finalement, ils finissent par le devenir. J'ai appris un truc assez récemment qui m'a effaré. Aujourd'hui, l'aide médicale d'État, L'AME. l'AME, pour pouvoir en profiter, il faut être illégal, en situation irrégulière. Ça veut dire que si tu es colombien ou algérien et que tu es en parfaite légalité dans le pays, tu as ton titre de séjour, il n'y a pas d'aide médicale d'État.
Par contre, si tu es sous obligation de quitter le territoire et que tu dois partir, là, tu as un problème, tu as l'aide médicale d'État. Ça veut dire que la France, aujourd'hui, fait la promotion de la violation de ce qu'elle impose ou de ce qu'elle avait considéré, parce que c'était du bon sens, justement, on y revient, comme ses règles les plus élémentaires. Tu vois le problème. Mais qu'est-ce qui va pas alors? Parce qu'en fait, les dépenses publiques n'ont jamais été aussi importantes et pourtant, délabrement du service public, insécurité, fuite des entrepreneurs, fuite des capitaux. Enfin, Ça, c'est le gros problème, la fuite des capitaux. Mais comment ça... Autre mesure, tu vois, sur le sujet politique, par exemple. Demain, tu reprends la France en main. L'une des obsessions, c'est rapatrier des capitaux. C'est là aussi ce que les Français, européistes, que ce soit Christine Lagarde, on peut les nommer, donc toutes les personnes aujourd'hui qui dirigent l'Europe. Hein, c'est pas, d'ailleurs, on vend pas la mèche en disant que Christine Lagarde dirige. Et n'ont pas compris que là, on entre dans une période où la logique de Trump, qui est un petit peu prosaïque en quelque sorte, c'est là aussi d'ailleurs Jean-Pierre Levade qui disait toujours une logique basique chez Donald Trump, j'achète, je paye, je vends, j'encaisse. Ben oui, mais c'est comme ça. La base, c'est quand même ça. Pourquoi je te parlais du surpoids tout à l'heure et du rapport à la diététique? C'est important. C'est dramatique. C'est un problème qui est... Heureusement, on peut partiellement y échapper, mais il ne faut pas manger dehors trop souvent. Mais je veux dire, c'est qu'on a normé les choses. Là aussi, avec une forme de schizophrénie qui est on cherche plus finalement à pardonner les gens d'être en mauvaise santé et à les conduire vers une forme de pardon suicidaire plutôt que vers la santé. Et sur l'économie, c'est exactement la même chose. On conduit plutôt les choses vers une forme d'anéantissement finalement de la propriété, du sens logique des flux et de l'activité qui est semblable à celui de la vie. Pourquoi il faut qu'il y ait de l'activité économique? Parce qu'il faut qu'il y ait de la vie dans l'économie pour qu'une société puisse évoluer. Il y a des choses dont on a besoin à 20 ans, dont on n'a plus besoin à 60. Et c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Et il y a des choses dont on a besoin à 60 ans, dont on n'a plus besoin à 80. Parce qu'à 60 ans, on a des responsabilités parfois vis-à-vis de ses parents et parfois vis-à-vis également de ses enfants. Et après, c'est différent. Il y a des étapes différentes de la vie. Mais l'activité fait qu'il y a une forme d'autorégulation de l'économie, comme il va y avoir une autorégulation physique également par rapport à l'activité, par rapport au fait de manger équilibré, par rapport à toutes ces choses-là. Et le raisonnement, en l'occurrence Jean-Pierre Levade, qui est Trump se trompe en disant que si on paye, on encaisse, est absurde parce que la réalité est celle-ci. Et les Européens le nient sur le plan économique, monétaire, mais par contre, les Chinois, au Middle East, tous ces gens-là le savent et l'ont compris. Ça veut dire que les Chinois, justement, sur les capitaux, ils se disent, nous, on ne veut pas que les capitaux sortent. Donc il y a un contrôle strict des capitaux. Alors il n'est pas dit demain, je fais une prédiction assez arbitraire, hein, parce que c'est moi qui dis ça, mais je l'assume totalement. Demain, tu vas voir apparaître dans tous les grands médias, justement, personnalités politiques, journalistes qui vont expliquer qu'au nom de la souveraineté européenne, il faut un contrôle des capitaux. Sauf que leur contrôle des capitaux ira contre leur population, quand celui des Chinois ou des Russes aujourd'hui va dans le sens de leur population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Chinois sont les plus riches. Le maximum, la plus grosse monnaie, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est les Chinois qui l'ont. Tu prends toutes les monnaies, les volumes monétaires, tu compares la monnaie circulante M2 des Chinois, leur yuan, l'euro, le dollar. Première monnaie, c'est la monnaie chinoise. En titre obligataire, il n'y a rien par contre. Vas-y. Non, mais j'allais dire, qu'est-ce que tu réponds? En fait, je vois très bien le raisonnement, mais qu'est-ce que tu réponds sans les nommer à la France insoumise, qui correspond à un électorat, et qui te dit il faut plus d'intervention dans l'économie, il faut taxer les riches, c'est le fameux slogan taxer les riches, il faut taxer ces 1%, taxer les super profits, taxer, donc encore plus de taxes, encore plus d'État dans l'économie. Qu'est-ce que tu leur réponds? Juste avant qu'on continue l'entretien, un petit truc à vous dire. On parle souvent, et dans cet entretien on va le faire, d'assistanat, de dépendance économique, mais ce qu'on oublie trop souvent de rappeler, c'est que la première dépendance, elle est mentale. Elle est mentale. Le mec qui passe sa journée à scroller, je l'ai été, à réagir à des tweets, à consommer des contenus débiles qu'il retiendra jamais, bah ce mec-là, il n'est pas assisté par l'État. Il est assisté par son tel
et par sa dépendance. Il a perdu sa liberté. Pour contrer ces habitudes de merde, j'ai lancé une newsletter pour sortir de ce carcan mental. Cette newsletter, c'est une fois par semaine. Je t'envoie un mail le lundi matin, c'est gratuit et c'est sans bullshit. Qu'est-ce que j'y partage dans cette newsletter? J'y partage, c'est pas du développement personnel d'Américains obèses moyens, c'est des méthodes, c'est des idées, c'est des routines qui m'ont aidé, moi Georges, à retrouver de la clarté mentale, à me concentrer et surtout à structurer mes journées sans perdre de temps. Si t'en as marre de te disperser, de perdre ton temps ou juste d'avoir la tête comme un coton à la fin de journée avec des reels de merde, genre tum, dadoum, 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 bah ça c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Donc, pour sortir de ça, clique sur le lien en description. Ma newsletter, elle est 100% gratuite. Elle s'appelle Le combat pour soi et on en reparle avec Tom Benoît. Je réponds pas à la France Insoumise. Par contre, je réponds aux milliardaires en leur disant qu'ils ne devraient pas se coucher face à la France Insoumise. C'est toute ma réponse. C'est tout. D'accord. Voilà. Deuxième sujet, avant d'aborder le dernier sujet, c'est très rapidement. Tout à l'heure, hors antenne, on en parlait. Tu me disais que, en fait, le b.a.-ba pour la reprise en main de notre économie, c'est la reprise en main de notre souveraineté monétaire. Et alors, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi la souveraineté monétaire? C'est de pouvoir, d'être en capacité d'avoir la souveraineté d'imprimer ses billets, d'avoir le contrôle sur la planche à billets. Ce qu'on n'a plus avec la BCE. Donc on s'est un peu calqué sur un modèle ordolibéral allemand, mais bref, tu vois-t-il que les Français n'ont plus de souveraineté monétaire. Comment tu fais pour reprendre cette souveraineté monétaire? Donc tu sors de l'Europe, mais comment tu sors de l'Europe, sachant que les Français ne sont pas prêts à sortir de l'Europe et que les discours anti-Union européenne, ils prennent pas en France aujourd'hui? Alors là, c'est très simple. Tu me poses une question qui est en quelque sorte, si tu arrives au pouvoir, comment est-ce que tu ferais pour sortir de l'Europe et sauver la France en sachant que les gens ne sont pas prêts? Et je vais te répondre, c'est justement pour cette raison que je ne cherche pas activement à arriver au pouvoir. Parce que je ne sais pas si les Français sont prêts, je me pose la question. Je pense qu'il y a une France qui a sauvé, mais je me demande effectivement si elle n'a pas été dans l'intervalle tellement saccagée, plus encore que l'Italie ne l'a été. On voit bien que les Italiens, il suffit d'aller dans un restaurant italien et d'entendre une chanson italienne en fond. On n'entend pas de chanson française en fond dans un restaurant français. Et de voir un petit peu, j'étais en Italie il y a encore 3 jours d'ailleurs, il y a une Fiat 500 qui passe dans une rue de Rome avec un Italien qui sort et qui se met à jouer de la guitare en chantant Toto Cotugno. Est-ce que tu verrais aujourd'hui, mais l'exemple est évocateur, je sens avec le drapeau italien derrière la Fiat 500. Aujourd'hui, sort un drapeau français dans la rue, tu te fais arrêter, on dit monsieur vous êtes nationaliste, on va vous faire payer une amende. Il y a une différence de ratio. Et donc je demande si la France en termes d'identité n'a pas tellement été abîmée. Là aussi, gros parallèle sur le physique et sur le surpoids. Je pense que si on franchit un certain cap, on a tellement déréglé son organisme que ça n'est pas en buvant un verre d'eau le matin, un jus de citron, et puis après en mangeant une viande grillée qu'on va pouvoir se repartir. La situation est malheureusement fichue à tout jamais. Pour la France, on est au bord du précipice. Donc, par contre, une fois qu'on a fait ce constat un peu dramatique et qu'on se dit il y a quand même quelque chose à sauver, on se dit comment on fait? C'est très simple, on sort de l'Union européenne. Donc, on n'est pas Jordan Bardella qui dit, c'était Karine Le Marchand, j'ai changé, on a beaucoup changé. Avant, on était contre l'euro et contre l'Union européenne, mais maintenant, on est pour. On a tellement changé qu'on ne sert plus à rien, parce que finalement, on est exactement comme Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. On est ce savant mélange, justement, entre un socialisme mitterrandien racoleur en disant on va baisser l'âge de départ à la retraite, mais pas vraiment quand vous nous le demandez vraiment, mais on ne sait plus si on est libéraux, si on est. Mais on veut rester dans l'Europe. Le truc du Rassemblement national, c'est quand même de dire j'aime pas les étrangers, je veux les mettre dehors, mais par contre je veux rester dans une Europe qui fait qu'on ne peut pas avoir de contrôle des frontières. C'est quand même formidable comme idée. Ça, c'est le grand talent. Et c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon. D'un côté, je veux dire, moi j'aurais envie de les prendre à partie dans une émission que je produirais seul comme ça, d'avoir Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella de l'autre côté, de dire donc vous affichez le sentiment qu'il faut cesser l'immigration et que c'est un grand danger, vous affichez un sentiment anti-riche, et moi je suis pas du tout ni de votre bord ni de l'autre, et je vois que par contre, il n'y en a aucun parmi les deux qui dit mais on veut sortir de l'Union européenne, mais on veut appliquer un programme qui est absolument inapplicable. Donc la solution, c'est de sortir immédiatement de l'Union européenne et d'avoir, et c'est formidable puisqu'ils existent déjà, un Sénat, une Assemblée nationale, il y a un C2, il y a 1400 organisations, il y a la Banque de France, qui reprend le contrôle de tout ça. Et on va diriger ces gens-là, et on va leur expliquer ce qu'on va faire uniquement dans l'intérêt de notre nation. Et dans l'intérêt de notre nation, l'une des priorités, c'est de ramener du cash, évidemment. Plutôt que de le faire partir et d'aller crier sur tous les plateaux de télévision qu'on va piquer l'argent privé, qu'on va taxer, que ça va être exceptionnel, mais qu'on va surtaxer. Et donc, il faut expliquer aux gens
qu'on met en place une forme d'amnistie sur bien des points d'ailleurs, fiscaux, et également une garantie de non-poursuite en cas de rapatriement des capitaux en France. Donc là, tous les gens qui étaient sortis, et il y en a beaucoup, hein, et qui étaient dans l'idée de sortir, étant donné qu'ils vont comprendre que la période dramatique d'occupation socialo-néo-démagogique est terminée et qu'on entre à nouveau dans une période libérale, de bon sens, de prospérité, de santé et de richesse en France, ils vont ramener leur cash ici parce qu'ils se diront à quoi bon partir aux Émirats Arabes Unis parce qu'il n'y a pas d'imposition, alors qu'en France, finalement, il y aura aussi de l'activité et qu'il n'y aura pas beaucoup d'imposition non plus. Et il y en aura certainement un peu plus d'ailleurs qu'aux Émirats Arabes Unis parce qu'il y a un tissu à maintenir, mais ça ne sera pas les 50% dont tu parlais précédemment. Mais en C'est fait, tout. j'entends. En fait, j'ai deux questions du coup. Première question, peut-être un peu liminaire, mais pourquoi c'est aussi important de sortir de l'Union européenne et de recouvrer la souveraineté monétaire? Et deuxième élément, si on fait ça, le plan dont tu parles, est-ce que risque pas y avoir de la casse sociale terrible? Non, pas du tout, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans une affaire, il y a toujours quelqu'un qui dirige. Et ça, on le voit bien dans les affaires, d'ailleurs, dans la vie professionnelle. Si on ne dirige pas, on est dirigé. Même mal dirigé, hein, et même par quelqu'un qui ne veut pas Ouais. diriger. Mais tu vas te retrouver avec le pire des losers, et tu dis rien, il t'emmènera quelque part. Il se passera quelque chose, hein. Il te dira finalement, on pourrait essayer ça. Il aura une idée, il va. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a pas. Les idiots se séparent toujours très vite de leur argent parce que ils se font diriger finalement. Ouais. C'est pas eux qui se séparent, mais on les sépare, on les pousse à la séparation de leur argent. Et donc, si c'est pas le pays qui se dirige, et si le pays ne sait pas qui il est, c'est l'Union européenne qui va prendre le dessus. Pourquoi? Ça veut dire que demain, par exemple, j'ai vu Pierre Moscow ici qui dit la sécurité sociale est en déficit. On va avoir 90 milliards, parce que la sécurité sociale ne peut pas s'endetter à long terme. C'est une particularité. Alors il faudrait qu'il y ait une loi organique, certainement, qui soit passée, ça se fera, hein, pour permettre à la sécurité sociale de s'endetter sur les marchés directement à long terme. Elle s'endette à court terme. Et c'est pour ça qu'elle peut être en crise de liquidité, en réalité. La caisse d'endettement de la sécurité sociale, c'est une caisse qui émet des titres uniquement à court terme. Donc là, il y a deux solutions. Et tu vas comprendre mon raisonnement. Soit dans 2 ans, ça va peut-être se faire au départ une loi organique, on permet à la caisse de sécurité sociale de s'endetter à long terme. Et donc là, elle retrouve du cash sur les marchés, elle est apaisée, donc elle n'est pas en crise de liquidité. Soit on se retrouve, tu me diras si ça te paraît plausible, avec Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Christine Lagarde qui en parlera un petit peu également, qui chroniquera tout ça avec certainement beaucoup d'entrain en disant il y a des problèmes sociaux dans beaucoup de pays d'Europe, surtout en France, mais quand même un peu en Italie, un peu aussi en Allemagne. On va faire une grande caisse de sécurité sociale européenne. Ça me semble pas une mauvaise idée. Et on va s'endetter, on va l'endetter, cette caisse de sécurité sociale, et le collatéral, ça sera l'Union européenne, et il y aura... Ah, là, on est très bien noté, il y aura pas... Eh ben là, ça y est, ça veut dire qu'il y a un nouvel État européen, fédéral, qui prend aussi le pas sur la sécurité sociale. Donc ils l'ont sur la monnaie aujourd'hui, ils l'ont sur les frontières, et demain ils l'auront aussi sur la sécurité sociale, peut-être qu'ils l'auront sur la totalité de la réglementation des produits alimentaires, par exemple, sur Avec toutes les l'euro questions... numérique. Avec l'euro numérique, là on est encore sur la question de la monnaie, mais sur presque tous les sujets. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu me dis pourquoi c'est si important de reprendre le contrôle et d'être un vrai pays, c'est tout simplement parce que si tu n'es pas un pays, il y aura une institution au-dessus de toi, une forme d'États-Unis, d'Europe, en l'occurrence baptisée Union européenne, qui, elle, sera un vrai pays au sens où elle sera donc pas un pays, mais une fédération, comme la Russie. La Russie, c'est un pays, c'est une fédération. Les États-Unis, c'est un pays, c'est une fédération d'États. Mais il y a toujours un décisionnaire, il y a toujours quelqu'un qui tient le manche. Et ce ne sera pas nous. Et ce ne sera pas nous. D'accord. Et très rapidement sur la casse sociale, parce qu'en fait, quand on voit les dépenses publiques de l'État, on se dit qu'il y a quand même des familles qui vivent des aides sociales en France aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec elles? Est-ce que tu leur dis, en fait, on ne peut plus? Mais il y a des gens qui pourraient travailler, mais qui ne peuvent pas travailler parce que s'ils travailleraient, ils coûteraient beaucoup trop cher un patron. Combien il y a de personnes aujourd'hui, mais je l'entends tous les jours, d'entrepreneurs qui font des contrats justement à des auto-entrepreneurs, oui, mais qui disent je ne peux pas salarier la personne parce que si je la salarie, ça me coûte beaucoup trop cher. Et c'est pour ça que dans mon raisonnement, je dis qu'il faut supprimer l'URSSAF également et avoir un retour à une fiche de paie très simple et très basique, surtout sur la masse principale des salaires, qui sont les personnes qui gagnent le SMIC ou à peine plus, qui est quand même un tissu assez important en France.
et financer une partie des dépenses sociales et de la sécurité sociale au-delà de l'endettement, ce qui est notre sujet dont on parlait précédemment, Mmh. par l'imposition globale, comme ça se fait d'ailleurs au Danemark ou comme ça se fait aux États-Unis, après avec des systèmes privés, et ça marcherait bien et ça pourrait encore mieux marcher. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a des exemples finalement qui sont le pire n'est jamais certain. Et les meilleurs exemples ne sont pas toujours les meilleurs. Et là, aujourd'hui, ça fait quand même, on arrive à un point un peu de non-retour, ça fait 20 ans qu'on nous expliquait que l'exemple, c'était l'Allemagne, au moment où l'Allemagne commençait à être en déclin, et qu'aujourd'hui, on nous explique finalement que le meilleur exemple, c'est la retraite par capitalisation, au moment où c'est plus le moment de créer ça. Donc on a ces 10 ans, Mmh. ces 10 fameuses années de retard en Europe. Donc sur la dépense sociale, c'est très simple. Si tu as des personnes qui travaillent et qui peuvent travailler à l'intérieur avec des patrons jussants qui ont de l'activité à l'intérieur et qui ont ramené des capitaux ici parce qu'il y a de l'activité, que la France est un pays séduisant, il peut y avoir des prélèvements obligatoires de générer. Mais pas en martelant ni les entreprises ni les salariés. Dernière question sur le volet France. Ouais. Hem, Comment tu vois l'avenir économique? Si rien ne se passe, hein, et puis j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu sous-tends. Comment tu vois l'avenir, de ce pays? Est-ce que tu penses que, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses qu'une révolution est possible dans la mesure où le Non. consentement à l'impôt deviendra de plus en plus dur? Non, je vais te dire pourquoi, parce que ce sont traditionnellement les gens les plus opprimés qui font la révolution, c'est-à-dire les pauvres, pour parler d'une façon tout à fait prosaïque, mais sans aucun dédain. La révolution, quelque chose, et ça le sera encore plus à l'avenir. Aujourd'hui, est-ce que tu as envie, personnellement, d'aller dans la rue et te faire prendre des gaz, Pas s lances haute pas pression spécialement, non. Pas spécialement, voilà. Moi, je préfère sincèrement partir à l'étranger, faire mes business à l'étranger. Je continue quand même à parler français, j'ai des amis français, j'en vois aussi à l'étranger, mais je préfère faire ça. Mais j'ai pas envie donc la révolution, elle n'existe pas. Donc ce que je veux te dire, c'est que les gens qui peuvent sauver la France le feront par les affaires et par la dimension politique, mais ce sera plutôt des gens qui sont en dehors, qui sont des Français qui aiment leur pays et qui vont peut-être se dire on a envie de reprendre en main ce pays et on en a les moyens et on va tout mettre en place pour le reprendre en main. Mais ce ne sont pas des gens, malheureusement pour eux, je veux dire, j'ai pas de dédain pour les gilets jaunes, c'est pas la question, mais ce qu'ont fait les gilets jaunes, est-ce que ça a été porteur pour les ouvriers, pour les gilets jaunes eux-mêmes ou pour le pays? Non, c'est de la manifestation. Et aujourd'hui, ils ne pourraient même plus paralyser un pays comme ils ont essayé de le faire à une époque, puisque le pays s'est encore plus décommercialisé, Mmh. désindustrialisé. C'est-à-dire que celui qui bloquait une raffinerie qui a fermé entre-temps, il la bloque plus. Celui Mmh. qui bloquait un centre commercial qui, quoi qu'il en soit, personne n'y va, il bloque pas. Donc c'est pas la révolution le sens. Aujourd'hui, il faut quand même mettre les choses à plat. On cherche pas au contraire à refaire de la France un pays prolétarien. C'est pas l'idée. On cherche à refaire de la France. Moi, je peux parler en étant totalement décomplexé par rapport à ça parce que je suis un mec de droite, j'ai jamais été salarié, je suis petit-fils d'ouvrier et je suis parti de rien et j'ai été aidé par personne, comme dit le mythe en quelque sorte. C'est-à-dire que je me suis construit tout seul en cherchant à comprendre ce qui pouvait marcher, ce qui pouvait se passer. Et le privilège que j'ai par rapport à beaucoup, c'est que je peux parler des ouvriers parce que je suis petit-fils d'ouvrier. Et que je peux en parler sans crainte à ce niveau-là. Et mes grands-parents qui étaient ouvriers dans les années 50 étaient apparentés à des bourgeois. C'était costume, cravate, maison de campagne, crédit, parcours de vie, non pas de prolétariat, mais parcours de vie qui tendait vers la bourgeoisie. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la classe moyenne aujourd'hui, en tout cas le salaire qu'on considère comme étant le salaire moyen en France, la plupart des gens qui sont dans cette catégorie et qui s'inscrivent dans la tendance mélanchoniste tendent non pas vers l'embourgeoisement, mais tendent vers le misérabilisme. Donc c'est en ce sens que le but de la France, c'est pas de faire la révolution prolétarienne, non, c'est de faire la révolution libérale, parce que quoi qu'il en soit, dites-vous bien une chose, que vous aimiez l'entrepreneuriat ou pas, demain, tout le monde sera entrepreneur. Parce qu'il y a de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a le principe du salarié exécutant qui est là pendant 20 ans, qui va... C'est terminé. Même les managers, les ressources humaines, tout ceci, c'est terminé. C'est fini. On entre dans une ère qui ressemble absolument à rien et absolument pas au passé. Et cette mécanique-là, elle est terminée. Donc on assiste à une révolution entrepreneuriale. On voit que le Moyen-Orient, donc sommet de l'entrepreneuriat. Hein. Et puis après, pareil, hein, les salariés au Moyen-Orient, même dans des métiers physiques très durs, dimension d'entrepreneur aussi finalement, même quand ils sont en bas de l'échelle. Hein. Même le maçon, quand on dit ouais mais ils sont opprimés à Dubaï, ils savent ce qu'ils font. Ils partent du Pakistan, ils vont là-bas, ils prennent leur cash, ils sauvent leur famille, ils repartent quand ils veulent. Ils le font
comme des conquérants, et pour des salaires médiocres. Mais ils le font comme des conquérants. C'est pas celui qui est ici et qui va rentrer le soir dans son logement social, qui sait pas vraiment combien de temps ça va durer, qui est en déshérence et qui sait... Non, là-bas, ils se battent, ils avancent. Et après, ils retournent chez eux et parfois même pour certains, pour ceux qui ont le plus de chance, pour ceux qui gagnent le plus, même les ouvriers, ils vivent comme des rois dans leur pays ou après. Tu vois ce que je veux dire? La Chine, pareil. Les États-Unis, pareil. Et l'Europe est en train de manquer totalement ce tournant. Les Africains, pareil. Les Africains, ils font du business à tour de bras. Tout ça. Tu parles à n'importe quel Africain, même ceux qui travaillent ici, retournent chez eux et là-bas, leur grand truc, c'est de se faire passer pour machin. Et il lâche du cash. Ça fonctionne comme ça. Et nous, on est en train d'entretenir notre population dans une forme d'aveuglement. On leur dit, regardez surtout pas ce qui se passe de l'autre côté. Dites-vous qu'on sera là et que même si vous perdez tout ce que vous avez, c'est pas grave parce qu'on va le répartir et qu'on vous protégera. Peut-être. Dernière partie de notre entretien, il nous reste 10 minutes. C'est sur la Russie. Alors pourquoi je fais ce... Et puis en fait, il y a des liens quand même à faire avec ce qu'on vient de dire, mais tu as sorti une vidéo récemment où en fait c'est un vlog ou une espèce de vidéo immersive au sein de... Je fais beaucoup de choses qu'on ne peut pas qualifier. Hein. Tu remarqueras que je suis un mec qu'on ne peut pas vraiment Oui, c'est définir. ça, ouais. On me pose souvent la question, mais c'est un film, c'est... Ouais, je c'est dis, ça, un quelle importance, documentaire, ça vous a plu? Oui, moi, ça m'a régalé. Non, mais Non, mais ça m'a régalé pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on y voit la contre-propagande. En fait, on a une propagande telle sur il faut affaiblir la Russie, il faut détruire la Russie et compagnie. Bon, on se rend compte qu'en fait, la Russie va bien. Quelle leçon un Français qui analyse l'économie peut tirer de ce bien-être actuel de la Russie? Comment Alors, marche la dans la résilience russe? continuité de ce que je disais précédemment, on va démarrer par les femmes pour être galant. Ici, les femmes sont féministes et là-bas, elles sont féminines. Ici, les hommes défendent le féminisme. Là-bas, les hommes sont masculins. Ici, l'économie est publique. Là-bas, l'économie est privée. Ici, les gens sont locataires. Là-bas, 90% des moscovites sont propriétaires. Héritage du communisme, facette vertueuse là aussi du communisme. Il y a la facette très négative et la facette vertueuse. Donc ce que tu vois finalement, c'est qu'il y a un peu des principes de base. On n'est pas en dehors de son corps en Russie, on sait qui on est, et il n'y a pas de problème. Et on sait où on va. Donc ça veut dire que si on gagne de l'argent, on n'a pas peur de parader, on a une voiture encore plus belle que celle qu'on avait précédemment. On se la fait pas casser pendant des émeutes? On se la fait pas casser pendant des émeutes, ce qui existe de moins en moins ici. Moi, je me rappelle il y a quelques années encore, je suis jeune, hein, j'ai 30 ans, mais je veux dire, il y a encore quelques années, il y avait des endroits sacrés où quand tu arrivais et que tu avais une belle voiture, tu te dis, à Paris, tu as toujours été inquiet. Mais quand tu allais par exemple à Saint-Tropez, il y avait un truc de génial, c'est que tu te disais là, le même mec par exemple, qui aurait cassé ta voiture à Paris, ici, il va dire à sa nana, prends-moi en photo à côté de la voiture. Tu vois, il y avait et cette dimension, elle existe de moins en moins, la dimension sacrée en France. Et là-bas, il y a ce côté. Tu vas dans un lobby d'hôtel, tu vas voir arriver, c'est pas mal, tu vois arriver avec une valise, même, il porte même pas la valise, et il y a 2-3 personnes derrière qui tiennent les attachés-caisses, qui marchent avec le pas comme ça, et on sent qu'il y a une dynamique où tout fonctionne. Et évidemment que ça s'arrête après, évidemment que ça... Mais ça fonctionne pour presque tout le monde, en quelque sorte. Il n'y a pas de... Tout le monde est à sa place et tout fonctionne. C'est l'inverse de la France d'aujourd'hui. C'est vraiment l'inverse. Un pays que j'aime en Europe particulièrement, c'est l'Italie. Moi, hein. Je parlais de l'Italie précédemment parce que ce côté, d'ailleurs, les Russes et les Italiens se ressemblent énormément. À la fois romantique, passionné, le côté, les déjeuners, comme je le dis en Russie, tu peux rester de midi à 16h et sans mentir avec des entrepreneurs russes, parler, pleurer. Tu vois des entrepreneurs, les larmes aux yeux, le côté italien passionné, il existe en Russie. C'est pas un mythe. Et la Russie fonctionne par rapport à ça, tout simplement, pour répondre à ta question, parce qu'elle sait qui elle sait où elle va, et elle connaît les préceptes de base de l'existence. Même dans la façon de soigner les gens. Par exemple, quand nous, on fait beaucoup de vaccinations, les Russes pratiquent beaucoup de boosts immunitaires, j'en parlais dans la vidéo justement, parce qu'il y a des situations dans lesquelles on va se retrouver avec encore plus aujourd'hui, puisque les gens ont beaucoup plus de cancers, parce qu'ils gardent le téléphone sur eux sans arrêt, même dans le TGV, ils mangent n'importe quoi, ils boivent n'importe quoi, ils se retrouvent avec des cancers, c'est assez logique. Hein, le cancer, c'est quoi? C'est simplement un ADN qui s'abîme et qui évolue d'une façon anarchique. Si on fait n'importe quoi avec ses ADN, avec son organisme, on finit par avoir un cancer. Et il y a des petits cancers parfois qui peuvent être soignés par boost immunitaire, il y a des choses comme ça, il y a beaucoup de maladies, les maladies auto-immunes, il y en a de plus en plus aussi. On s'aperçoit qu'il y a un problème d'immunité, beaucoup.
Parce que les gens mangent mal aussi, plus de produits frais, ils mangent plus de viande rouge, ils mangent plus de fruits, ils mangent donc le principe du boost immunitaire, c'est quelque chose qui est essentiel dans la santé publique. Nous, on n'en parle pas en France. C'est dommage, hein, parce que les gens les plus éduqués finalement et qui se posent quelques questions, le pratiquons d'une façon assez autonome, hein, en jeûnant parfois, et puis après en faisant des cures aussi de produits frais, justement de vitamine C, en faisant du sport, Ça parfois coûte des cher de bien séances. manger en France, hein. Non, c'est pas vrai. Arrête. Ça coûte pas cher de bien manger, ça coûte cher de mal manger. Parce que bien manger, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est des poissons, des viandes grillées, des fruits, des légumes, des pâtes, du pain complet, Mm. du beurre, de l'huile d'olive, c'est ça. Tu trouves que ces produits coûtent cher? C'est faux. Ce qui Non, coûte mais en fait, je dis ça parce que tous les magasins bio, tous les magasins de commerce de proximité sont sensiblement plus chers que des grandes Mais surfaces. parce qu'il y a un palier qui est atteint. Enfin, je veux dire, ça dépend ce qu'on appelle cher. Si on gagne 2 000 € par mois, oui, bien sûr. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui gagne 4 000 à 5 000 € par mois, déjà, la question se pose plus. Je Mm. veux dire, dépasser 4 ou 5 000 € par mois de salaire, je crois pas qu'il soit difficile de bien manger. Non, bien sûr. Alors après, évidemment, c'est encore plus facile. Mais je veux Mm. dire, il y a une sorte de minimum. Et donc, les Russes ont ce côté assez rationnel qui est pas mal, même dans la santé collective. Côté utilitarien, si tu veux. Ils cherchent des solutions où il y a des problèmes, quand chez nous aujourd'hui, on a cette fâcheuse tendance de créer des problèmes pour générer de fausses solutions. Tant qu'il n'y a pas de problème, ils font avec. Mm. Même encore aujourd'hui, tu vois, par exemple, nous, on s'amuse à faire des ennemis, les Russes, des Russes en tout cas, les diables ou nos ennemis, eux cherchent même pas à diaboliser l'Europe ou les USA. Et ce qui leur reste encore de l'architecture américaine ou européenne, ils continuent à en user avec plus de précautions, ils font attention, mais utilitarien. Ouais. Alors, j'ai juste une dernière question sur la Russie et je passerai ensuite sur ma dernière, la dernière question de l'entretien. Sur la Russie, euh, comment toi qui constates l'effondrement du système, enfin l'effondrement, je sais pas, mais en tout cas Le délitement, le délitement l'effritement, du on peut dire, système ouais. économique français, est-ce que tu penses que la guerre russo-ukrainienne a Ouais. servi un peu de boost, entre guillemets, à l'économie russe ou c'est un mythe? Oui, non, incontestablement, oui, parce que alors là, il y a des exemples très précis. Le protectionnisme, premièrement, le rapatriement des capitaux, là aussi, il faut qu'il y ait de l'identité, hein. Si tu es russe et que c'est Vladimir Poutine qui te dit de rapatrier tes capitaux, tu le fais. Ouais, Si tu es français et que c'est Eric Lombard qui te dit il va falloir mobiliser votre épargne, je vais ouais, plutôt partir de l'autre côté. Tu ouais, vois, c'est un peu ouais. la différence. Et donc, le rapatriement des capitaux, ça a fait quand même, ça a soutenu l'immobilier russe, d'ailleurs, qui est en croissance principalement. Tu regardes à Moscou, tous les hôtels particuliers, tout l'immobilier de prestige, c'est 30% de croissance depuis 2020. Beaucoup poussé par le rapatriement des capitaux, justement, qui s'est retrouvé dans l'immobilier de D'accord. prestige. Et après, des marchés, Amazon qui a disparu, remplacé par Ozone, Wildberries pour la livraison, tous les Mm. Yandex.Go qui remplace Uber et tout, Sian qui remplace à la fois une sorte de Le Bon Coin, on va dire, et plateforme de réservation pour des locations, Airbnb. Donc, toutes ces sociétés sont russes. Elles gardent les capitaux à l'intérieur. Elles poussent les capitaux à circuler, la monnaie à circuler, à faire fonctionner le pays. Donc ça, c'est vrai que la guerre a plutôt renforcé de ce côté-là. Par contre, elle affaiblit la Russie de notre côté, parce qu'il y a des exportations qui se font plus, il y a des choses qui sont rendues plus compliquées, il y a un état de grâce quand même, enfin c'est même pas un état de grâce, mais c'est un état D'exception. d'accalmie, on Mm. va dire, un peu, où Ouais. c'est un peu comme les chiens qui baissent les oreilles et qui attendent Ouais. de voir, qui regardent, ils Mm. sont aux aguets, ils se tournent un peu donc vers les autres pays, ouais, mais évidemment que tu regardes le métal par exemple, ça part en Israël beaucoup, mais ça part plus aux États-Unis. L'un Mm. des seuls pays qui collabore encore un peu avec la Russie sur les exportations par exemple de métal et tout, ça va être Israël, qui Mm. réceptionne, il y a toujours eu de bons rapports entre Israël et la Russie, mais ça part plus en France, ça part pas. Donc, il y a des choses qui sont compliquées. De notre côté, il y a des approvisionnements qui sont compliqués aussi, très ciblés, mais des choses auxquelles on pense pas. Tu vas avoir par exemple des trucs où ils n'ont pas eu de problème du tout. J'ai même été étonné dans la pharmacologie, je posais beaucoup de questions. Il manque rien, peu de silicone, de briquet. Et puis après, les vitres, par exemple, professionnelles, que Saint-Gobain produisait, ça manque. Donc pour faire des tours, du métal, ils annoncent, on est producteurs de métaux pour des quantités, des tonnes exceptionnelles, mais par contre, des vitres professionnelles, pour le moment, ils n'en ont pas beaucoup, donc ils en font venir ailleurs. Compliqué de contourner les sanctions également sans se faire remarquer. Tu peux livrer des. Il manque de vaccins pour chats aussi, par exemple. Ils ne savent pas D'accord. faire les vaccins pour chats et les femmes russes aiment beaucoup les chats. Donc, c'est un truc, tu vois, qui pose problème là-bas. Les gens en parlent. Et les vaccins pour chats, tu fais venir une cargaison, ça va, tu arrives à contourner, ça va passer par la Turquie. Par contre, des vitres,
c'est compliqué parce que Ouais. le pays va avoir peur de se faire condamner, le pays passerelle, hein, je veux Mmh. dire, celui qui va faire passer ça hors marché. Et donc, ils ont quelques petits problèmes d'approvisionnement sur des choses. Donc, il y a quand même une économie qui est rendue compliquée à cause de Mmh. ça. Mais c'est. Bah, après, c'est la réalité de la guerre aussi. Voilà. Et les Alors, morts, hein. Les et morts, déjà, évidemment, voilà. démographiquement, un pays qui était déjà mal en point, tout comme l'Ukraine, qui subit des lourdes pertes. Ma dernière question, alors c'est une habitude que j'ai quand je reçois quelqu'un en entretien, Oui. c'est de lui demander, de le mettre en situation. Tu es dans une dédicace pour un livre ou tu es dans la rue, Ouais. et un jeune homme ou une jeune femme vient te voir et te dit, je suis nationaliste, je suis patriote, mais je suis extrêmement pessimiste pour l'avenir. Il a vraiment l'air triste, il a l'air fatigué. Qu'est-ce que tu lui réponds? Mais quoi qu'il en soit, nationaliste, vous le serez jusqu'à la fin de vos jours parce que vous avez appris le français lorsque vous étiez enfant et que vous pensez, que vous rêvez, que vous vivez en français. Et la première des choses à comprendre, c'est celle-ci. C'est que l'attachement à la patrie, c'est par rapport à la langue. C'est par rapport à ses parents, évidemment. C'est par rapport à ce qu'on a vu, au premier paysage qu'on a vu, mais c'est par rapport à la langue. Et puis après, faites votre vie en dehors et vous vous apercevrez même que si vous voulez avoir une dimension politique, c'est en faisant votre vie professionnelle, personnelle et votre parcours en tant que Français que vous pouvez faire avancer la France. Mais que ça n'est pas en cherchant à dialoguer, à composer, à discuter avec des personnes qui, elles, n'auront pas dit en préambule ce que vous avez dit, je suis nationaliste et souverainiste, que vous pourrez faire évoluer le pays. C'est tout. Merci, Tom Benoît. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre partenaire de cette chaîne, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN. Et en cliquant sur le lien en description, tu bénéficies de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost VPN. Essaye-le, comme je te le disais tout à l'heure, sans risque, grâce à une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. C'est grâce à vous que la chaîne peut vivre via des sponsors ou via des partenaires comme CyberGhost VPN. Donc je compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil dans le lien que je te mets en description.